Et on va passer à une autre séquence ce matin à l'Élysée. En fin d'après-midi à Berlin, Emmanuel Macron qui a fait le trajet jusqu'à l'Allemagne. Responsables politiques et acteurs de la tech sont effectivement réunis aujourd'hui à Berlin pour replacer l'Europe dans la course à l'IA en assurant sa souveraineté numérique face aux États-Unis. C'est évidemment tout l'enjeu de cette séquence. Un sommet qui va être clôturé tout à l'heure par le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron, venus pour impulser un tandem, cette quête d'indépendance technologique. Caroline de Camaret, on aborde le sujet à vos côtés. Pourquoi la souveraineté numérique est-elle aujourd'hui un enjeu crucial pour les Européens? Pourquoi en ce moment? Alors en ce moment, le ministre allemand du numérique a affirmé l'Europe est prête à bâtir son propre avenir numérique. Et pour cela, il le démontre avec un sommet quand même qui réunit les 27 ministres en charge. Un sommet au plus haut niveau présidé donc par la France et l'Allemagne, le chancelier et le président, qui s'articule autour de cette table ronde d'une trentaine d'événements pour favoriser l'émergence de partenariats européens, notamment de start-up et de grands groupes. En ce moment, parce que justement, il y a eu le retour à la Maison-Blanche d'un certain Donald Trump qui mène une politique commerciale offensive, qui a des droits de douane accrus, qui veut se désengager peut-être militairement du continent européen et qui surtout a une big tech derrière lui, des géants du numérique qui ont une dominance extrême sur le secteur et qui veulent la dérégulation maximale des Européens et qui le disent et le redisent. Pendant ce temps, cette réunion donc, du tout numérique européen, on a inauguré un chantier de centre de données pour 11 milliards d'euros. Et ça, c'est important à souligner parce que ces méga centres, ces IA Factory, comme on dit, ces grandes usines à intelligence artificielle. Une ministre danoise me disait la semaine dernière qu'il fallait surtout pas qu'il y en ait 27, mais qu'on soit capable d'en faire que 5 parce que c'est polluant, parce que c'est difficile à faire, etc. Et de se les répartir sur le territoire européen, donc de partager. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas comme problème que la dominance des États-Unis, il y a aussi celle de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine, pour les équipements, les semi-conducteurs, les composants d'ordinateurs, est absolument essentielle à tel point que 90% des entreprises allemandes dépendent de cette Chine pour l'importation des biens ou des services numériques qu'ils font rentrer dans les composantes chez eux. Donc tout cela, évidemment, met l'Europe face à une obligation d'en faire plus sur le numérique. Voilà, le temps presse, répètent aujourd'hui les Allemands. Quelles sont les priorités françaises en matière de numérique et en quoi diffèrent-elles des priorités allemandes? Alors, Paris, elle soutient plusieurs priorités qui sont pas, vous allez le voir, qui sont pas toujours compatibles entre elles. Déjà, Paris soutient le report d'une partie de l'IA Act. Donc ça, c'est un règlement sur l'intelligence artificielle. Elle voudrait qu'on le reporte d'1 an. Et puis, elle souhaite aussi que le règlement européen sur la protection des données personnelles évolue, soit simplifié. Vous allez voir la simplification, qu'est-ce que ça recouvre, afin de faciliter certains usages de l'intelligence artificielle. Et en cela, elle est en accord avec Berlin pour une simplification. Mais attention, quand on dit on veut la simplification, est-ce qu'on peut dire qu'on veut en objectif numéro 2 la protection, c'est-à-dire la préférence européenne dans les commandes publiques, la défense des données sensibles, la protection des mineurs et la lutte contre la désinformation en encadrant précisément les plateformes numériques. Ça, c'est un problème. Est-ce que la première priorité va avec la deuxième et va aussi avec la troisième, qui est finalement l'innovation, l'investissement dans le marché des capitaux, la montée de la chaîne de valeur, les puces, les services, l'essor d'acteurs européens crédibles dans un cloud comme dans l'intelligence artificielle. Il y a des divergences là entre Paris et Berlin, notamment sur le cloud. La France reste prudente face au risque d'extraterritorialité américaine, je vais y arriver, alors que l'Allemagne a une approche beaucoup plus pragmatique. Donc, certains veulent un cloud européen, d'autres pas. Il y a une forte poussée aussi, évidemment, de tous les acteurs de ce numérique qui disent non, il n'y a pas besoin de fabriquer, ça coûte cher, un cloud européen. Vous n'avez qu'à finalement avoir un cloud ouvert, donc des technologies ouvertes, une open source, et vous allez peser l'Europe dans la définition des standards ouverts et collaboratifs. Pour l'instant, ça ne marche pas trop, la régulation, l'encadrement, etc. On n'ose pas aller jusqu'au bout avec les Américains. Donc, vous voyez bien que l'Union européenne, elle est dans cette tentative d'arbitrer entre régulation,
elle est très régulatrice, protection et innovation. Et on est dans cette contradiction-là. Quelles sont les prochaines étapes pour que l'Union européenne puisse affirmer son autonomie stratégique? On en est loin? Le problème, c'est qu'elle doit se manifester dans tous les secteurs. Et en particulier, on parle de l'IA, mais il y a beaucoup d'applications dans le secteur de la défense. Et là, la France et l'Allemagne, elles ne sont pas du tout raccord sur le secteur de la défense. On voit bien qu'en ce moment même, elles sont en train de discuter de l'hypothèse d'abandonner un avion de chasse nouvelle génération conjoint, le SCAF, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. On voulait avoir un avion de chasse commun, nouvelle génération, et là, c'est Dacio Aviation qui bloque, et on en est presque à abandonner le projet. La France et l'Allemagne, ils ont du mal aussi avec les questions d'armement. Par exemple, la France est très contente d'avoir signé pour 100 avions de combat Rafale avec l'Ukraine, et vous le savez, avec Volodymyr Zelensky. L'Allemagne veut fournir aussi, mais là encore, c'est en ordre dispersé, chacun de son côté, et puis tous les deux plaident pour qu'on puisse piocher dans les avoirs russes gelés. Et là, c'est un autre petit acteur, la Belgique, qui bloque. Et ça nous permettrait pourtant d'impulser véritablement, parce qu'on aurait des fonds, des millions d'euros à mettre à disposition, même des milliards, bien entendu, 140 milliards à mettre à disposition des Ukrainiens pour nous acheter des armes, donc lancer une défense européenne en tant que telle. Et puis, ils ne sont pas d'accord non plus, les Français et les Allemands, à long terme, sur le budget de l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne veut rester quand même dans les clous d'un budget qui a 1%, 1,3% du PIB de tous les pays, et aller pour qu'on baisse les subventions agricoles et régionales. La France, elle ne veut pas de ça, donc elle voudra un budget beaucoup plus important. Et là encore, c'est une bataille qui est en train de se jouer là-dessus. Donc tout ça, c'est véritablement la bataille de l'autonomie dans tous les secteurs qui est en train de se jouer en Europe. Merci beaucoup, Caroline, pour cette séquence. Emmanuel Macron, donc en Allemagne. Tout à l'heure, on apprend d'ailleurs que, avant sûrement probablement de s'envoler pour Berlin, le chef de l'État français a reçu l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal à l'Élysée. Boualem Sansal, tout juste de retour à Paris, lui qui était logé à Berlin après sa grâce et sa libération par l'État algérien.